Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, d'IA comme moteur de la bourse depuis maintenant plus de 2 ans. Vous allez voir qu'il n'y a pas que l'IA dans la vie boursière. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Les valeurs spatiales, le secteur spatial peut aussi faire décoller les portefeuilles boursiers. Oui David, et ce décollage, il a été plutôt spectaculaire en 2024. Alors la contexte spatiale, elle est restée pendant plusieurs décennies un peu à l'état végétatif, mais on peut se demander aujourd'hui si au fond la nouvelle frontière, c'est pas l'espace justement, notamment avec la bataille géopolitique entre Américains et Chinois. C'est un véritable enjeu. Alors, cette économie spatiale, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est la fabrication des satellites et des fusées, mais c'est aussi des logiciels de conception des fusées, c'est des applications de télécommunications, c'est d'observation par satellite. Tout ce marché du spatial, on dit qu'il pourrait croître de 10% par an dans les 10 prochaines années. Et notamment aussi le segment d'ailleurs de l'Internet spatial, qui est soutenu par exemple par le programme IRIS-2 pour la constitution de satellites sous souveraineté européenne. Bon, au total, en fait, le marché du spatial, David, il pourrait passer de 630 milliards de dollars en 2023 à 1800 milliards en 2035. Et puis, en fait, il a beaucoup changé sur les dernières décennies avec le succès qu'on connaît tous de SpaceX, qui est une véritable compagnie spatiale low cost, on va dire, qui a été lancée quand même dès 2002 par Elon Musk et qui a rendu l'accès à l'espace bien plus accessible en démultipliant le business. Pardon, Laurent, mais le spatial, ça concerne pas beaucoup de sociétés, non? Notamment celles qui sont cotées en bourse, qui nous intéressent? En fait, non, David, parce que il y a un cabinet, le cabinet Space Tech Analytics, qui dénombre environ 12 000 entreprises dans l'écosystème du spatial. Alors, bien sûr, ok, la plupart ne sont pas cotées en bourse. Mais si on écoute les gérants spécialisés sur le secteur, ils estiment quand même à environ 200 le nombre de sociétés qui sont de manière significative dans les activités spatiales. Alors, les États-Unis représentent à peu près la moitié de l'univers d'investissement, le Canada environ 20%, et puis c'est un univers assez diversifié entre les secteurs. Vous avez un peu d'industrie, de la communication, de la technologie, vous avez des tailles de capitalisation diverses. Mais si vous voulez, on peut aussi segmenter en quatre catégories l'univers d'investissement. Vous avez les sociétés dont l'activité se déploie entre terre et espace, on va dire, tout ce qui est lancement spatial, etc., les satellites. Celles qui opèrent dans l'espace, quand on explore ou on fabrique dans l'espace. Vous avez aussi les sociétés qui vont utiliser sur Terre les données issues de l'espace. Et puis, bien sûr, toutes les technologies, en fait, un peu transverses, notamment les semi-conducteurs. Bon, tout ça, ça fait aussi partie de la chaîne de valeur. Pardon, Laurent, mais vous mentionniez SpaceX. Pardon, mais SpaceX n'est pas cotée en bourse, la compagnie spatiale d'Elon Musk. Je vous l'apprends pas. Alors, non, tout à fait. SpaceX n'est pas cotée en bourse, mais on va trouver son petit frère, moins connu, qui s'appelle Rocket Lab. C'est le deuxième opérateur privé de lancement orbitaux avec son petit lanceur Electron, qui lui permet de développer une offre complémentaire à celle de SpaceX. Alors SpaceX, avec ses lanceurs beaucoup plus importants, les Falcon 9, embarque, si vous voulez, plusieurs clients commerciaux, et doivent se conformer donc du coup à un calendrier commun. Alors Rocket Lab, en revanche, est plus cher, mais le client commercial, il peut bénéficier d'un lancement dédié. Donc alors, il peut choisir sa date, il peut choisir son timing. Alors en une formule, on pourrait dire qu'en résumé, en fait, SpaceX c'est un peu le métro et puis Rocket Lab c'est le taxi. Voilà. Alors certes, Rocket Lab n'est pas encore rentable, mais son chiffre d'affaires décolle en flèche et notamment depuis la fin de l'année dernière, plus 55%. C'est une société crédible qui a déjà des clients pour son prochain lanceur. Et puis c'est un acteur qui a, on va dire, il y a aussi un fulgurant parcours boursier en 2024, plus 300% l'an dernier. Donc c'est cette valorisation un peu stratosphérique qui m'amène à vous en parler. Il y a un autre acteur en fait emblématique de ce renouveau de la conquête spatiale qui s'appelle Intuitive Machines. Alors là, le cours de bourse, ça fait plus 150% sur un an. Et c'est la première société privée qui a réussi un alunissage en février 2024. Donc du coup, ça a déclenché un gros contrat en septembre dernier avec la NASA, de près de 5 milliards, et puis d'autres contrats plus modestes, toujours avec l'agence américaine, et donc le chiffre d'affaires explose.
Autre exemple, le Canadien MDA Space. Alors c'est une autre star, mais bon, alors pareil, au moins en bourse, hein, plus 40% sur un an. Et en fait, qui est connu pour avoir conçu le bras robotisé de la Station spatiale internationale. Voilà. Et donc, bon, ben c'est pas sa seule activité, mais elle aussi, elle a d'autres contrats, notamment avec l'opérateur de satellite américain Globalstar, et donc un carnet de commandes qui augmente. Et elle, en tout cas, cette société MDA Space, elle est rentable. Et puis dernier petit exemple. Pour illustrer tout ça, Redwire, alors là aussi parce qu'en fait le cours de bourse sur un an, il a fait 300%. Alors là c'est un petit peu un touche-à-tout de l'espace, David. On y trouve des offres de panneaux solaires, de systèmes de guidage, de services d'ingénierie, des prestations de R&D dans l'espace, hein, avec en microgravité, hein, notamment une expérience sur la cristallisation de protéines en partenariat avec Eli Lilly. Bon, on voit que ce marché de l'espace est florissant, mais comme souvent, il n'y aura pas que des gagnants, Laurent. Alors, il y aura peut-être des perdants, David, c'est vrai, même si le marché se développe. On pense notamment aux acteurs d'ancienne génération, hein, les acteurs du spatial comme notamment les Européens comme Airbus, Thales. En tout cas, ils doivent s'adapter à la nouvelle donne. Mais ils ont une véritable expertise industrielle, donc pourquoi pas une sortie par le haut les concernant. C'est vrai que ça va peut-être être plus difficile pour les opérateurs de satellites de communication, hein, Eutelsat et SES. Enfin, c'est les experts des gros satellites géostationnaires en orbite lointaine, hein, tandis que la nouvelle vague d'acteurs, hein, les Starlink en tête, Starlink notamment, mise sur des milliers de petits satellites qui sont en orbite basse. Hein. Alors, du coup, les acteurs historiques, en gros, ils étaient un peu répartis l'espace, mais ils doivent faire face à des acteurs très innovants. Et alors, un exemple, AST SpaceMobile, c'est une société qui déploie des satellites géants afin de générer un signal suffisamment fort depuis l'espace, mais qu'on peut capter sur Terre sans gros matériel, avec quasiment un simple smartphone. Alors, quand vous savez qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à Internet sur la Terre et que plus de 3 milliards ont un accès de mauvaise qualité, ça donne effectivement, ça donne des perspectives assez florissantes. Et puis, en fait, quand vous avez comme ça des constellations en orbite basse, David, c'est aussi, en fait, c'est plus facile pour observer la Terre. Et donc, vous avez des applications militaires, mais aussi environnementales. Par exemple, vous pouvez, avec par exemple les 200 satellites de Planet Lab, vous avez une mini-constellation, SkySat, qui a été rachetée à Google, qui peut fournir des images avec une résolution très très précise. Hein. C'est un peu les yeux de Google Maps, quoi. Et je vous citerai juste en dernier exemple, David, un exemple qu'on attend un peu moins, parce qu'elle a plutôt les pieds, enfin, il faudrait dire les roues sur Terre. Hein. C'est le fabricant de tracteurs John Deere qui en fait intègre les technologies d'imagerie spatiale pour permettre aux agriculteurs d'obtenir des informations sur l'humidité des sols ou de prévoir les rendements futurs. Vous voyez, donc ça permet d'élargir un petit peu la perspective. Et donc ça veut dire que l'économie de l'espace n'est plus totalement ce qu'elle a été jusqu'à présent, ou ce qu'elle était par le passé? Non, c'est vrai, David. Hein, si on se souvient de juillet 1969, Neil Armstrong qui met le pied sur la Lune, et actuellement, donc, les lancements de SpaceX, en fait, on peut même voir à partir du réseau X, hein, le réseau social ex-Twitter. On se dit que la conquête spatiale a vraiment évolué. Et puis alors il y a vraiment un changement de modèle aussi, parce que jusqu'aux années 70, c'était des financements publics, hein, avec des grandes agences spatiales, nationales ou internationales d'ailleurs. Et puis, on sait que l'intérêt pour l'espace a un peu décliné, les États avaient d'autres priorités, et puis on a des applications commerciales qui se sont développées. Satellites de surveillance, plutôt militaires, hein, à partir des années 80, satellites de téléphonie, de télévision. En fait, on a des nouveaux acteurs qui ont révolutionné l'accès à l'espace, mais surtout en faisant plonger les coûts de lancement. Et ça va continuer. Et d'ailleurs, depuis 2019, on voit aussi un retour de la course à la Lune, hein, entre les États, mais sur des bases différentes. Enfin, en tout cas aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que, autrement dit, plus question pour la NASA de tout faire en interne. Maintenant, les financements publics, en fait, pour le spatial, ils sont attribués par des appels d'offres à des sociétés privées qui apportent des expertises correspondantes et nécessaires. Et donc, ça irrigue tout un écosystème de sociétés privées, effectivement, qui sont alors, des fois à côté ou parfois pas à côté. La conclusion de tout ça, Laurent, pour les épargnants qui nous regardent? Alors, donc il y a des opportunités effectivement de placement avec, c'est vrai, un gros décollage depuis le deuxième semestre 2024. Hein. C'est une sorte il y a à côté un petit mouvement de démocratisation d'accès à l'espace. Hein. Mais c'est surtout aussi parce qu'il y a un enjeu très fort, c'est que le coût d'envoi, si vous voulez, d'un kilo de matériel dans l'espace, il était à $30 000. Il y a 10 ou 20 ans, et là on est quasiment à $2 500. On a des fusées de nouvelle génération,
Et en fait, on va diviser encore par 5 ou 10 les coûts d'envoi. Autrement dit, David, dans 2 ou 3 ans, on pourrait imaginer que le coût d'envoi d'1 kilo dans l'espace, ça va être plutôt entre 200 et 250 $. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Et donc, c'est clair que il y a des valeurs, comme notamment celles que j'ai citées, sur lesquelles on peut miser, parce que, et en fait, les investisseurs, l'ont anticipé depuis à peu près le début du deuxième semestre de l'an dernier, avec des très fortes montées, en bourse, aussi parce que, on a des programmes anciens, Ariane, Soyouz, qui notamment ne réutilisent pas les fusées. Et ça va les pénaliser en termes de coûts. Donc la donne a changé, le rapport qualité-prix va être beaucoup plus important qu'avant. Évidemment. C'était passionnant, Laurent, merci. Qu'est-ce qu'on peut lire sinon dans le Revenu Hebdo, tranquillement, ce week-end? Justement, on peut lire, David, cet excellent dossier sur le spatial qui a été fait par notre talentueux journaliste Emmanuel Chaffrotte, qui fait notre une cette semaine. Et puis bien sûr, on revient cette semaine sur le secteur de la défense et sur toute cette actualité très turbulente où le monde doit faire face à la fois à une guerre commerciale universelle voulue par Trump et à une crise géopolitique qu'il alimente lui-même. Donc ça bouscule beaucoup les marchés, les investisseurs et les opinions publiques. Ouais, on l'a largement commenté évidemment aussi ici sur Boursorama. Merci en tout cas, merci Laurent. Laurent Saillard, journaliste hebdomadaire. Salut. Au revoir David.